Donc maintenant, je vous présente Jean-Baptiste Martin, professeur honoraire des universités, conseiller scientifique de l'Institut Pierre Gardette de l'Université catholique de Lyon. Il est l'initiateur de la collection régionale des éditions livres EMCC et avec le soutien de la région alors Rhône-Alpes, ayant pour objectif de faire connaître la littérature écrite en franco-provençal et en occitan. Son intervention a pour titre « Les fables écrites en franco-provençal et en occitan dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ». Je vous laisse la parole. Bonjour. Donc je vais vous parler des fables écrites en franco-provençal et en occitan dans l'actuelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes. En France, le mot fable est associé, comme vous le savez tous, à Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine qui, entre 1668 et 1694, a publié plus de 240 fables réparties en 12 livres. Mais, comme vous le savez, ce n'est pas lui du tout qui a créé ce genre littéraire. Il est extrêmement ancien et notre fabuliste français a largement puisé son inspiration dans les récits de ses devanciers, y compris les plus lointains. La fable, qui met souvent en scène des animaux anthropomorphes ou des êtres inanimés, la fable qui combine narration et leçons de morale pratique est attestée dès les plus anciennes littératures, par exemple les œuvres d'Ésope, poète tout aussi légendaire que quelqu'un que vous connaissez bien, Homère, et qui aurait vécu en Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ, aussi ancien comme les latins Horace et Phèdre, mais aussi le recueil Pantacamtra et aussi la compilation de Pilpé en sanskrit. Pour un certain nombre de textes, La Fontaine s'est aussi inspiré des fables publiées en 1499 dans Ecatonymition Secundum. Il s'est également inspiré des fables publiées en 1570 par le Vénitien Giovanni Maria Bertizzotti. Son recueil s'intitule Cento Favole Morali. Dans ses grandes traditions gréco-latines, indiennes, mais aussi arabo-persanes, juives, la fable se caractérise par une leçon de morale et en cela, elle se distingue du conte populaire dont elle est malgré tout assez proche. Le succès de l'œuvre de La Fontaine a suscité des vocations à l'étranger, notamment en Angleterre avec John Gay, en Allemagne avec Gotthold Ephraim Lessing, en Espagne avec Thomas de Iriart, en Russie avec Ivan Krylov, mais aussi en France avec par exemple Antoine Houdard de la Motte, Louis Ratisbonne, Claude Joseph Dora, Jean-Pierre Clarisse de Florian et bien d'autres. Ce que l'on sait moins, c'est qu'en France, beaucoup de fables ont été écrites en langue régionale et ont été publiées dans des recueils ou tout simplement dans des revues, des bulletins ou des journaux locaux. Sur le territoire de l'actuelle région Auvergne-Rhône-Alpes, la production a été particulièrement abondante, comme le prouve l'importance de la collecte que nous avons effectuée en 2016 et 2017, aussi bien en occitan et en franco-provençal, qui sont les principales langues régionales de la nouvelle grande région. Avec le concours d'universitaires, de personnes érudites et d'associations de tous les départements de la région, plus de 400 fables qui ont été écrites au cours des siècles passés ont pu être rassemblées. Elles correspondent à plus d'une centaine de fables différentes. Parmi les fables que nous avons rassemblées,
Certaines sont des traductions fidèles des fables de La Fontaine et ont surtout un intérêt sur le plan linguistique puisqu'elles permettent de rendre compte de la variabilité, de la variété des patois. D'autres présentent une certaine originalité et leur contenu est assez différent de celui de la fable correspondante de La Fontaine, même si le titre, même si la morale sont identiques ou proches. Souvent, l'action est localisée dans les lieux où vivait l'auteur de la fable. On retrouve par exemple dans certaines fables des noms de villages, des noms de hameaux, des noms de rivières ou de montagnes, des noms de productions locales comme les fromages dans la fable Le Corbeau et le Renard, et les personnages ont les traits des habitants des lieux de cette époque. Ancrés dans le quotidien de leurs lecteurs locaux et plus concrets que les fables de La Fontaine, ces textes, presque tous en vers, sont souvent pittoresques. Il y a donc à la fois création littéraire et information ethnologique. Les fables de La Fontaine qui ont le plus inspiré nos auteurs régionaux sont La cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard, Le loup et l'agneau, le perrette et le potelet, La grenouille qui m'espère aussi grosse que le bœuf, Le loup et le chien, Le meunier et son fils et l'âne. Pour cette dernière fable, nous disposons d'une version franco-provençale savoyarde qui a été publiée en 1603. Je dis bien 1603. Elle a été publiée sous le titre La moquerie savoyarde. Cette version ne doit donc rien à La Fontaine, puisque la fable de La Fontaine, qui figure dans son livre 3, a été publiée en 1668, soit plus d'une soixantaine d'années après ce fameux texte. Le texte en vers, La moquerie savoyarde, qui met en scène un meunier, son fils et un âne, indiquait qu'il fallait cesser les moqueries à l'égard du duc de Savoie après l'échec de l'escalade de Genève en décembre 1602 et après l'accord de Saint-Julien de 1603. On ne sait pas si La Fontaine a eu connaissance de ce texte. Le thème de cette fable, qui, d'après certains témoignages, a été aussi transmise par la tradition orale, se trouvait déjà dans le Liber Facetiarum du Florentin Poggio Bracciolini, plus connu sous le nom français de Poggio, qui vécut de 1380 à 1459. Je reviendrai dans un moment sur les fables de La Fontaine pour vous montrer comment certains de nos fabulistes régionaux ont innové en s'éloignant de leur modèle. Certaines fables ne doivent à rien à La Fontaine. Soit elles sont inspirées d'autres auteurs, par exemple Antoine Bigot, Jean-Auguste Boyer-Nioche, Claude-Joseph Dorat, Pierre Clarisse de Florian, Pierre Lachambeau-Di, Victor de Pérodil, Louis de Ronca, Alexis Roussel, Christian Sade, Antoine de Vitalis, Thomas de Iriart, soit elles sont des créations totales. On sait qu'en France, les fables de La Fontaine ont été abondamment utilisées par l'école pour apprendre la langue française aux petits Français, notamment sous la Troisième République, époque où commença l'instruction de masse et où les langues régionales étaient quotidiennement pratiquées dans les foyers. Œuvre assez courte et facile à apprendre donc, elle facilitait l'apprentissage du français tout en véhiculant bon sens et morale, autre fonction de l'école. Les fables connurent dès lors une grande vogue et à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle inspirèrent beaucoup d'auteurs qui se firent fabulistes, mais dans leur langue régionale maternelle. Les recueils les plus nombreux et les plus abondants que nous avons réunis datent en effet de cette époque. Il nous a semblé important de faire une publication de ces documents, car la plupart sont aujourd'hui inaccessibles, soit parce qu'ils ont été publiés dans des fascicules épuisés depuis très longtemps, soit parce qu'ils sont parus dans des bulletins ou journaux locaux, souvent eux aussi très anciens. Tous, d'ailleurs,
Tous ces textes, d'ailleurs, n'ont pas été publiés et nous avons recueilli des versions inédites, anciennes, récentes ou même actuelles, ce genre littéraire étant toujours apprécié. Dans l'ensemble des fables recueillies, certaines productions émergent en raison de leur nombre et de leur qualité. C'est notamment le cas des nombreuses fables écrites en occitan dans la Drôme par Auguste Boissier, Marcel Villard et Éloi Habert, dans le Velay par Jean-Marie Fayard, Michel Carreau et Jean-Louis Chambonnet, dans le Puy-de-Dôme par Jacques Saillon et Vincent Malaloge, dans l'Aurillacois par Antoine Marty et Auguste Bancharel. Il en va de même pour les nombreuses fables écrites en franco-provençal par Jean Parrot dans le Forêt, par le Père Froment dans le Bugey, Amélie Gex en Savoie, Roger Viré en Haute-Savoie, Albert Ravana et Auguste Moutier dans le Dauphiné. Je voudrais dire un mot d'Albert Ravana, dont j'ai publié les œuvres il n'y a pas si longtemps. Albert Ravana a publié beaucoup de fables, mais il a publié beaucoup de textes qui répondent un peu aux questions qu'on se posait hier et qui montrent qu'il y a un siècle, on utilisait l'occitan pour écrire dans différents thèmes. Albert Ravana était un personnage très connu à Grenoble et une des rues de Grenoble porte d'ailleurs son nom. Pour publier tous les matériaux recueillis, 7 volumes ont été nécessaires, 4 pour l'occitan qui est parlé dans le sud de l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme et le sud de l'Isère, 3 pour le franco-provençal qui est parlé dans la Loire, le Rhône, l'Ain, la majorité de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Comme les publics qui s'intéressent à l'occitan et au franco-provençal ne sont pas les mêmes et que la matière est très abondante, nous avons décidé de publier les fables par langue, tout en faisant, lorsque cela a été nécessaire, des renvois d'une langue à une autre. Qu'ils soient en langue occitane ou franco-provençale, tous nos textes sont accompagnés d'une traduction en français. Beaucoup de fables n'avaient d'ailleurs pas été traduites. Les textes en occitan, qui n'ont pas été rédigés en graphie classique ou en graphie philibréenne, sont suivis d'une transcription en graphie occitane classique. Avec chacune des fables ou séries de fables, figure une présentation qui signale l'intérêt de ces textes, notamment leur originalité par rapport aux fables de La Fontaine ou aux fables des fabulistes plus anciens. Ces présentations ont été rédigées par mes collègues Claudine Franchon, Jean-Pierre Gerfaux et Noël Poncé. Je tiens à souligner aussi le travail important effectué par Claudine Fréchet dans la gestion des données et celui de Jean Roux dans la transcription en graphie classique pour les textes occitans. Les 3 premiers volumes pour l'occitan et les 2 premiers volumes pour le franco-provençal contiennent des fables correspondant à des fables contenues dans les 12 livres de La Fontaine, ce qui permet de faire varier les sujets, puisque cet auteur fait dans chacun de ses livres alterner les thèmes et les personnages. Le dernier volume de chaque langue contient des fables inspirées d'autres auteurs que La Fontaine et surtout des fables entièrement originales. L'intérêt de nos publications est double. Elles permettent de faire connaître au public un patrimoine important sur le plan linguistique. Les parlers occitans et franco-provençaux de l'ensemble de la nouvelle grande région sont représentés, mais aussi un intérêt littéraire et ethnologique. Elles fournissent des éléments pédagogiques à tous ceux qui enseignent l'occitan ou le franco-provençal ou qui font de l'initiation à ces langues. Pour favoriser les textes écrits en franco-provençal, Claudine Fréchet a enregistré ces textes avec des locuteurs de chacune des aires concernées, si bien qu'on dispose désormais du texte écrit et de la version orale correspondante. Pour que ces textes puissent être davantage valorisés, notamment sur le plan pédagogique, une version en graphie classique, en graphie pas classique, plutôt historique, puisqu'on emploie classique pour l'occitan, plutôt en version historique, a été ajoutée. Je fais allusion
à la graphie que nous avons mise au point avec les collègues baldeutins, suisses et français, et dont vous avez une version dans ce livre que vous pouvez acheter si vous le voulez. D'ailleurs, achetez-le rapidement parce qu'il est épuisé chez l'éditeur. Et je ne sais pas s'il va le rééditer. Je voudrais maintenant vous montrer, à partir de quelques exemples, que beaucoup de versions de nos fabulistes régionaux ne sont pas de simples traductions des fables de La Fontaine. Je vais commencer par la fable La cigale et la fourmi, dont nous avons recueilli beaucoup de versions. La plupart correspondent au texte de La Fontaine, encore que quelques auteurs, occitans ou franco-provençaux, ont remplacé la cigale par un animal plus habituel dans nos contrées, comme le grillon ou le criquet. Il est vrai qu'il n'y a pas, ou qu'il n'y a pas encore de cigale dans nos montagnes. Mais en franco-provençal, on a des versions bien différentes. Chez deux auteurs savoyards, le grillon ou le criquet, à force de chanter, finit par connaître la gloire et se lance dans le showbiz, ce qui lui rapporte, bien sûr, beaucoup d'argent. Il revient alors faire la morale à la fourmi besogneuse et peu prêteuse, comme vous le savez, en lui montrant que chanter peut aussi être une solution dans la vie. Après avoir donné une version conforme à la version de La Fontaine, l'auteur bugiste le père Froment et l'auteur grenoblois Albert Ravenat, qu'il a probablement imité, ont écrit une deuxième fable intitulée La fourmi et l'abeille, où c'est la fourmi qui se voit privée de nourriture, soit parce que sa provision de nourriture a été dévorée par les oiseaux, c'est le cas chez Froment, soit été rendue inaccessible parce qu'elle l'avait mis dans un trou qui a été obstrué, c'est le cas chez Ravenat. Elle va mourir de faim et de froid quand une abeille l'aperçoit. Elle lui demande de la nourriture. L'abeille commence par lui rappeler son comportement par rapport à la cigale. Elle l'invite cependant chez elle pour qu'elle puisse se restaurer, tout en l'incitant à ne plus être désormais aussi méchante. Dans la fable Le corbeau et le renard, on a des écarts intéressants qui s'expliquent tout simplement par le fait que dans beaucoup de patois ou de parlers occitans et franco-provençaux, le mot corbeau est rendu par un nom féminin, le plus souvent graille, qui vient du latin gracul. Dans ce cas, le corbeau n'est pas interpellé comme un être masculin, mais comme un être féminin. Pour rendre le propos plus logique, nous avons traduit graille non pas par corbeau, mais par corneille. De plus, dans beaucoup de fables, ce corbeau ne mange pas un fromage quelconque, mais un fromage local, en général réputé. En Savoie, c'est par exemple une tome ou un reblochon. Les auteurs savoyards donnent en plus à cette fable une conclusion toute différente. Le corbeau savoyard ne se laisse pas duper par le renard. Et il lui répond en guise de conclusion: « Tu me prends comme un corbeau français, comme celui que tu as appelé l'autre soir. Mais pas de chance, gros nigo. Moi, je suis un corbeau savoyard. » Vous savez tous sans doute que la Savoie n'est française que depuis 1860. Même quand il n'y a pas de différence dans le comportement entre la fable de La Fontaine et les versions de nos auteurs, on constate que pour intéresser les gens de leur région, nos auteurs localisent souvent leurs récits. Par exemple, dans la fable « La mort et le malheureux », le père Froment de Poncin indique que l'homme qui commence à appeler la mort à son secours est un pauvre vigneron du Revermont. Dans la fable « Le meunier, son fils et l'âne », nos auteurs localisent très précisément la marche au cours de laquelle le meunier et son fils se font apostropher. Parmi les fables originales, il y a par exemple « L'âne député », qui a été écrite il y a un siècle en occitan de la Haute-Loire par Jean-Denis Sauvigné. Pour écrire cette fable, notre auteur s'est probablement inspiré de la tradition orale, mais a ajouté une touche personnelle très forte. L'élection d'un animal a une fonction politique et bien attestée dans la tradition orale.
c'est le conte type 1268 des classifications internationales. Et donc ceux qui travaillent là-dessus connaissent bien cette fable. Et j'ai moi-même recueilli une version locale de ce conte à Boissé, non loin du village de l'auteur de notre fable. Pour dénoncer la situation politique de son époque qu'il déplore, Sauvigné met en scène un âne qui n'est pas satisfait de sa difficile condition animale et qui, cet âne, décide de se présenter aux élections législatives. Il réussit à se faire élire député en faisant force promesses impossibles à tenir, bien évidemment. Et il profite ensuite, je cite, du râtelier garni que représente l'Assemblée nationale. Et cela dure jusqu'au jour où, en quelque sorte, son rêve terminé, il revient à sa dure condition d'âne. On a l'impression que cette fable a été écrite récemment, ce qui prouve que la critique des hommes et des femmes politiques est un thème récurrent et intemporel, surtout dans les démocraties. Voici maintenant un dernier exemple de fable fort originale, écrite en franco-provençal de Savoie. L'héroïne se prénomme Perrette, comme dans la fable de La Fontaine. Perrette est potelée. Mais l'auteur, Marcel, au féminin, Laliard, s'est beaucoup éloigné de la fable de La Fontaine, comme vous allez le voir en écoutant la traduction de cette fable. Je vous donnerai la fable complète dans les actes. Ça, c'est la traduction de l'auteur. Perrette, dans sa poche, serrant un petit papier, vers sa banque, à grands pas, s'en allait se renseigner. Recevant son dernier compte, elle n'avait pas bien compris. Des zéros alignés, il semblerait qu'il y en ait eu de trop. 3 millions à peu près qu'elle croyait posséder. Non, mais c'était de 3 milliards qu'on avait crédité. Pourtant, dans une banque, on doit savoir compter. Jusqu'à ce dernier jour, il ne s'était jamais trompé. Gagnée au tac, au loto, au tiercé, elle ne jouait jamais. Alors peut-être un miracle, un vrai. Et sur la route, claquent les talons, et dans la bise voltigent les jupons, et dans la tête se heurtent les millions. Milliardaires, pensez donc, en francs anciens, bien sûr. Mais quand même, ça faisait un joli magot. Elle va pouvoir s'acheter une Ferrari, un château, s'habiller à Paris, chez les grands couturiers, manger du caviar tous les jours, à travers le monde entier se promener, comme une dame se faire servir, dans des draps de soie dormir. Son papier à la main, la voilà au guichet, et malheur, ça a été vite fait. Des zéros, il y en avait 3 enlevés. L'ordinateur s'était trompé. Il paraît qu'on l'avait mal programmé. Adieu château, robe, caviar, pays à visiter. Adieu drap de soie pour dormir. Perrette, en colère, déchire son papier et revient chez elle, à pied, sans Ferrari. Cet exemple montre que la fable est un genre souple qui peut s'adapter à des publics d'époques et de sociologies différentes. La fable de La Fontaine correspond à une époque où la population était majoritairement rurale et agricole. Marcel Laliard, pourtant d'origine rurale, l'a adapté aux préoccupations nouvelles des gens de son époque qui sont de plus en plus qui ne sont plus du tout en lien direct avec l'agriculture. Conclusion. Pourquoi le genre fable a été privilégié, notamment au XIXe et au XXe siècle, par beaucoup d'auteurs désirant écrire en franco-provençal ou en occitan? La première raison est sans doute, au moins en France, l'influence de l'école qui a fait connaître l'œuvre de La Fontaine à tous les écoliers depuis que l'enseignement obligatoire a été instauré. Beaucoup d'auteurs ont aussi, me semble-t-il, choisi la fable pour faire œuvre littéraire parce que c'est un genre qui leur permet d'enraciner
géographiquement et culturellement leur écrit dans le territoire où ils vivent et où vivent leurs lecteurs. C'est également un genre souple qui leur permet d'innover autant qu'ils le souhaitent par rapport à leur modèle et même de faire œuvre entièrement originale. Enfin, ils ont certainement été séduits par ce genre littéraire lui-même qui combine narration et leçons de morale pratique. Le fait qu'il soit intemporel et universel est la meilleure preuve de son intérêt. Je vous remercie de votre bienveillante attention. D'accord, on a jusque 5 minutes pour les questions. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Réflexion, quelque chose. Merci beaucoup pour votre présentation, ça a été très clair. Et peut-être, je n'aurais pas dû prendre la parole la première parce que j'ai quelque chose de très petit, voilà, petit, modeste commentaire par rapport à votre intervention. Mais voilà, vous avez évoqué un grand auteur russe, Ivan Krylov, qui a adapté, disons, les fables de La Fontaine. Et voilà, il ne me reste qu'à approuver voilà, ce que vous avez dit par rapport aux auteurs locaux, qu'il tenait à localiser voilà, leur traduction. Il a fait absolument la même chose en russe. Et l'exemple que je voudrais donner voilà, ici, lors de ce colloque, c'est que voilà, vous avez parlé de la fourmi et la cigale. En russe, littéralement, si je traduis, c'est la fourmi et la libellule. Puisque la cigale existe que dans le sud, et ça existe, et le mot existe, les gens simplement, mais pour rendre ce texte plus neutre pour un lecteur russophone, en plus, il faut penser qu'il a traduit ça à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. Voilà, c'est juste pour vous donner encore un exemple à ce que vous avez dit. Et voilà, le phénomène que vous avez également soutenu, que les fables ont l'air d'être écrites récemment, c'est exactement ça. Voilà. Donc j'ai du mal à lire du Pouchkine à mes enfants, mais on ouvre Krylov et il n'y a aucun problème. Donc c'est universel, c'est souple et en tout cas pour l'instant c'est intergénérationnel. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi parce que ça montre vraiment l'universalité de la fable. Oui, exactement. Merci Jean-Baptiste. C'est pas forcément une question, c'est un témoignage, puisque j'en parlerai un petit peu plus tard, mais là je viens de commettre, je dirais, deux fables en franco-provençal bressan, et j'abonde complètement dans ton sens pour confirmer tout ce qui peut séduire, mais j'ajouterais une chose, c'est que la forme de la fable, quand on n'a pas l'habitude de manier la langue à l'écrit, a quelque chose de rassurant. Ça a quelque chose de profondément rassurant parce que c'est une forme qu'on connaît sous sa forme française, et puis à un moment où on se demande qu'est-ce que ça veut dire créer dans une langue qu'on n'a pas, qu'on est en train, on est dans le processus de littérarisation, pour reprendre ce terme, eh bien, on peut, par défaut, se rabattre sur la fable, mais ce n'est pas forcément un pis-aller, et à ce moment-là, redécouvrir aussi toutes les richesses et toute la souplesse dont tu parles. Donc, je voulais juste apporter ce petit témoignage. Merci. Oui, merci. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Simplement, je voulais vous dire que si vous êtes intéressé par certains de ces volumes, vous en trouverez quelques-uns à acheter si vous voulez. Je crois qu'on en a déposé quelques-uns en bas, donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous régaler, parce que nous nous sommes régalés à préparer ces volumes. Merci bien. Donc, maintenant, on procède avec notre prochaine intervention.
Là, c'est Monica Lucioni, chercheuse contractuelle en littérature française à l'Université de la Vallée d'Aoste, spécialiste de la fin du siècle. Elle a consacré sa thèse à l'œuvre de Jules Laforgue, auteur au sujet duquel elle a publié plusieurs articles. Ses travaux portent sur la stylistique de la poésie du XIXe siècle, la traduction littéraire et les aspects du style dans le récit de voyage au XIXe siècle. Parmi ses publications, elle a co-dirigé un numéro thématique dédié à la traduction poétique et à un ouvrage collectif consacré à l'œuvre de Charles Baudelaire. Maintenant, elle va parler avec ses étudiants, Federico Mantegari et Laurent Cugnac, élèves de 4e et de 5e au lycée Édouard Bérard d'Aoste, avec une intervention qui a pour titre « Un regard savoyard sur le canon littéraire, Amélie Gex et la réécriture des fables de La Fontaine ». Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à Christiane Dumeuillet pour son invitation. Et merci surtout à Federico et Laurent qui sont à mes côtés et qui seront mes lecteurs. Merci également à M. Martin. Je l'avoue avec moi que je parle après lui au sujet de, voilà, justement, d'une réécriture, d'une traduction octoriale de Fables de La Fontaine. Et voilà, je commence tout de suite pour ne pas prendre trop de temps. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Amélie Gex et de la réécriture des Fables de La Fontaine. Et assurément, je le dis tout de suite, je ne suis pas une experte de littérature franco-provençale, mais c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation du comité scientifique à porter sur ce corpus un regard transversal à la croisée des approches et des points de vue critiques. Plus particulièrement, en me concentrant sur l'analyse des 8 fables que Gex a écrites à partir du modèle de La Fontaine, j'aimerais esquisser un parcours bidirectionnel. Non seulement analyser les sources canoniques de ces textes en savoyard, mais aussi observer de plus près le regard que l'écrivaine, en tant qu'auteur, porte sur une source classique, la manière dont elle s'en approprie et comment cette appropriation met en lumière certains des axes de sa réflexion littéraire. Alors, comme vous le savez, Amélie Gex fut une écrivaine et poétesse savoyarde, née en 1835 à la Chapelle-Blanche et morte en 1883 à Chambéry. Et comme l'écrivait déjà en 1923 François Bernal, Gex manifeste au cours de sa vie, je me cite, un tempérament de poète et un amour passionné pour sa terre natale. Et lorsque, en 1878, Aimé Constantin, intellectuel déjà célèbre comme défenseur passionné du savoyard, écrit à la maison d'édition Ménard pour prendre contact avec l'auteur de la chanson Les Deux Poulets, écrite sous pseudonyme, il s'adresse à l'auteur déclarant que s'il souhaite rester inconnu, ses chansons, je cite, aiment et demandent le grand air, elles se trouvent à Paris, elles sont allées s'installer au Trocadéro, sans votre permission. Un de ses amoureux les y fait passer pour le fils de Béranger, habillé en savoyard. Donc, dès ses premières publications, Gex émerge ainsi comme un écrivain capable de véhiculer l'esprit d'une langue et d'une culture pour la terre qui les a générés d'abord, mais au-delà de ses frontières aussi. Du reste, comme l'a rappelé Jean-Baptiste Martin, justement, dans sa présentation du volume qui a permis en 2012 la républication des poésies et contes d'Amélie Gex, l'auteur occupe une place particulière parmi les écrivains s'exprimant en franco-provençal pour la qualité et l'intérêt de ses écrits, reconnus par d'autres figures importantes du panorama des langues régionales. Dans un article récent, par exemple, Valentina Gozzetti publie des matériaux d'archives de la bibliothèque municipale de Chambéry, parmi lesquels un échange épistolaire entre Gex et Auguste Fourès, poète occitan, et Féline. Et dans une lettre datée d'octobre 1881, Fourès envoie à Gex son poème Les Hirondelles, saluant ces oiseaux de Savoie qui chantent bien tout le long de l'an. Un jeu de mots naturellement basé sur le titre du recueil publié par Gex en 1878 et que vous voyez à l'écran. Le poème est même accompagné d'une dédicace à l'auteur que Fourès se reconnaît comme troubadour de Savoie. Or, à côté de sa production poétique et de ses récits populaires et mythologiques à la fois, Amélie Gex se consacre également à la réécriture en franco-provençal de 8 fables de Jean de La Fontaine. Et voilà, j'utilise ce mot de réécriture justement parce que cette traduction en franco-provençal s'avère vraiment un jeu littéraire de réécriture.
et qui me semble donc intéressant d'un titre dans le cadre de ce colloque. D'une part, l'opération de Gex vis-à-vis des textes de La Fontaine implique une recontextualisation de la structure des fables sélectionnées, à la fois sur le plan culturel et linguistique, de l'insertion de figures et d'objets appartenant au monde populaire de la Savoie au lexique nécessaire pour les nommer. D'un point de vue d'engagé, ce projet témoigne également de l'effort de la poétesse pour la conservation de la langue savoyarde et pour sa transmission via ses textes auprès des locuteurs premiers du franco-provençal, c'est-à-dire la population locale. D'autre part, nous ne pouvons pas ignorer, il me semble, l'aspect éminemment littéraire de ce travail. Par l'acte de réécriture des textes canoniques, Gex confronte sa plume à la grande tradition littéraire, dans un dialogue où, entre continuité et écart, entre sérieux et comique, émergent les préoccupations propres à l'auteur qui se mesurent et se précisent davantage dans la confrontation avec un classique. De plus, le genre de la fable se prête assurément à accueillir la matière populaire et paysanne chère à la poétesse, apparaissant également comme une forme musicale et rythmée, propice à la lecture à haute voix, au partage et à l'apprentissage. En plus de favoriser la restitution d'un milieu, toutefois, réécrire les fables de La Fontaine en franco-provençal vient illustrer le potentiel littéraire de cette langue qui se fait véhicule d'une version autre des célèbres textes lafontainiens. Pour analyser plus en détail la portée de ces fables, il convient tout d'abord d'évoquer l'ensemble de manière schématique, précisant leur modèle que vous voyez à l'écran. Et comme on peut le constater, l'intention de réécriture se manifeste dans les textes de Gex dès leur titre, qui ne correspondent pas toujours à ceux des fables qui en sont le modèle. Si en effet le corbeau et le renard, le lion et le rat restent fidèles au titre de La Fontaine, il n'en va pas de même par exemple pour le deuxième texte, où les plaideurs classiques sont remplacés par les deux commères, et où nous verrons l'huître cède la place à un œuf. De même, si le titre des fables, les deux rats et le millionnaire et le sabotier s'écartent légèrement de la formulation lafontainienne, mais s'en conserve l'esprit, le chat et la chatière proposent une variation portant à la fois sur le contexte et l'animal, protagoniste du récit classique, la belette entrée dans un grenier. Si l'on s'intéresse ensuite au texte posé par Gex, on peut observer à un premier niveau des variations thématiques, nous l'avons déjà évoquées. Ces déviations par rapport au modèle s'expliquent d'une part par le désir d'acclimater les fables du grand auteur au contexte savoyard, mais aussi d'autre part par la volonté de le faire avec une touche comique. Il s'agit là d'une opération qui ne semble pas dénuée de la volonté de faire sourire son lectorat par une complicité fondée sur les transformations des textes dont les versions originales étaient sans doute bien connues. Et tel est le cas dès les premières lignes de la première fable. Le corbat e le renard. Na fai, un corbat, une secoma, avait bien sauvé un atome. Et ce corbat s'était plantant, petra son neige peguta, ou peut se reposer, je suppose, sur la prima sema d'un chose. Près de lui, maître renard, en levant le grain, la guettava, et entre lui se pensava. Tom, fromage, bentignard, che bon mocho per un goiara. Si padresso per hasard, tout d'un coup peut-être tombado. Voici donc un corbeau savoyard qui donc tient dans son bec non pas un fromage, mais très précisément une tourme, produit naturellement emblématique de la région de Savoie. Quelques lignes plus loin, vous voyez Maître Renard regarde le corbeau depuis le bas et pense tomme, fromage ou bien tignard, quel bon morceau pour un gourmand. Donc le fromage de la Val de Tignes s'ajoute à la tome dans la liste des détails locaux insérés par Gex. De manière similaire, on pourrait songer à la fable du juge et les deux commères. Un giorno, aveva un uomo da fare, bien arrodiato près de son foie, y vint se campa due comari, que se disputavano per onore. Et, bien entendu, sa peine devant le juge à sa besaine, pensava un coup faire le quoi. D'abord, me le si bien de craire, dit cela qui était plus infara. Mon chou, je de poli vos aura, qui est loi de ma polaglia negra. Il vous faut pas les quotas, répond la seconda piagliarda. Sacco la cognette bavarda, et me, depuis vos asserta que la polaglia cassanta était ma patria saiuta. Donc, dans ce cas, si l'intrigue et la morale de la fable restent proches de celle de l'huître et des plaideurs, le texte est décidément réacclimaté. Les protagonistes ne sont plus de pèlerins, mais bien de commères, de voisines. Le panorama marin de la fable classique est remplacé par le foyer d'un homme d'affaires du village qui sera le juge de l'affaire, et qui, à la différence du narrateur et des commères, s'exprime en français dans le texte de Gex. À
apparaissent également, vous voyez, deux variétés de poules, bien familières à l'univers paysan. Comme dans la fable de La Fontaine, cependant, les deux parties au litige vont apprendre une leçon amère. Huître ou œuf, c'est le juge qui mange l'objet de la histoire tant désirée. Or, il sera aisé de voir que le choix de ces deux commères qui s'embrouillent et promettent vigoureusement de savoir reconnaître les types d'œufs que produit leur poule confère à la fable une nuance comique, appréciable par ceux qui vivent dans l'univers évoqué par Jex. De manière similaire, la fable des deux rats, par exemple, s'ouvre sur deux vers où le narrateur s'attarde sur la nature de la relation familiale entre les deux rongeurs, un aspect qui est vite signalé comme d'aucune importance. Je cite, « Les deux rats qui étaient cousins, je ne sais de quel côté, parenthèse, et cela ne fait rien à l'affaire. » Donc, la précision vaut pourtant comme un clin d'œil comique. Placée au tout début du récit, elle évoque la manière dont on pourrait présenter dans une discussion familière les connaissances ou habitants du village par les liens de parenté qui les unissent. Assurément, l'échange épistolaire entre Amélie Gex et Amélie Constantin témoigne du projet linguistique et social que la poétesse avait à l'esprit pour ses fables, qu'elle souhaitait publier en volume. Je la cite. « Je viens de faire tirer un petit fascicule à 30 centimes les dernières chansons publiées par le père André. J'espère, je pense, en faire autant pour les fables. » À propos de la langue utilisée pour les écrire, elle observe aussi. Comme vous le verrez, ce n'est là qu'une représentation très exacte des sons que je crois très bon à conserver pour l'époque très prochaine où nos paysans eux-mêmes ne se souviendront plus de leur idiome. Parallèlement, il serait difficile de ne pas voir dans certains éléments de cette entreprise de recontextualisation, la tombe dans le bec de Maître Corbeau, les commères avec leurs poules, une volonté consciente de s'engager avec un sourire dans l'opération de réacclimatation littéraire, signe d'une posture tout autre que naïve. En effet, ce type de procédé révèle, il me semble, que le choix du modèle de la fable lafontainienne ne se justifie pas simplement par le lien du genre avec un imaginaire rural et naturel, en résonance avec l'horizon savoyard. À côté de l'aspiration linguistique et sociale, les déviations du modèle lafontainien témoignent en effet d'un jeu ou d'un échange littéraire entre la poétesse et sa source, ce que Genette situe dans le cadre de l'hypertextualité. Du reste, on l'a dit, l'opération de traduction ou manipulation des fables est très répandue dans le contexte des langues régionales, mais aussi dans le cadre des essais, des expérimentations littéraires, notamment au XIXe siècle. Je pense vraiment vite en passant à la fable ou l'histoire de Victor Hugo dans Les Châtiments, qui renvoie au loup de Berger, ou bien à Théodore de Baville, qui pastiche 12 fables de La Fontaine dans ses Dames et Demoiselles, les fables choisies mises en prose. Ou encore à Tristan Corbière, qui ouvre et clôt son recueil des amours jaunes par deux poèmes calqués sur la cigale et la fourmi. Et du reste, c'est encore à La Fontaine que Rédion Aragon dans son traité du style au début du XXe siècle pour affirmer ce qu'est une parole surréaliste. Donc, dialoguer avec un classique ne saurait être un geste neutre d'un point de vue littéraire, engageant la sphère de la poétique et s'articulant sans doute avec l'exploration ou la définition du positionnement auctorial. Et dans le cas de Gex, au-delà des transformations thématiques, un indice de ce type de travail de confrontation avec le modèle réside dans la présence d'expansion, d'ajout ou d'élision par rapport à la source du XVIIe siècle. La fable Le rat de ville et le rat des champs, par exemple, s'ouvre chez La Fontaine par cette déclaration. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolan. À ces 4 vers de La Fontaine en correspond 20 dans Les deux rats de Gex. L'odorat. Doit que ton cousin ne sait pas de quel flanc, et ce ne fait rien à faire, s'étant perdu de vue, le hasard en roulant se rencontrant tous deux. Bien le bonsoir, compare, il choque plus le vent. Eh bien, veillons, comme tout que je vois. Mais, de t'apprendre les nouvelles, que me suis marié de la belle. Depuis tout mai, proche du boulevard, je suis au marchand de l'heure. Ben, mais, cousin, si reste à campagnard, répond le second. Ou quoi d'un champ de sel, tout comme du devant, de l'autre de la belle tête. Compare, dit le citadin, et aujourd'hui j'en debodin de la maison che d'abito. Parvi de campa fuori vito, on è un cotten, e in corianto trai, a ne cocrato trai. Alain, vous te veni, c'est façon de t'invite. Donc, à la simple prémisse lafontainienne, Gex substitue une véritable scène initiale où se mettent en jeu les clichés d'un échange entre deux cousins éloignés qui se retrouvent. Je me suis mariée dans la ville, je suis installée chez un marchand de l'art, etc. De manière similaire, on peut songer à la partie initiale de la fable Le lion et le rat.
La poétesse développe les 4 vers classiques, décrivant la première rencontre avec les animaux, nous livrant à nouveau toute une scène avec un rat qui a du toupet et fait une révérence à Monseigneur et un lion qui cherche un autre flâneur pour s'arrondir la panse. Bien ancora, il gru d'usor, un lion fa giromisor, fa bon dormir quand le soleil flambe, et que d'ailleurs, nion ne sospect, avant manquer de respect. Pendant que Vélane doucement le racambe, que le renu fasse son globé. Un rat, jugé de son toupet, passe une beau matin de ce semble. Le rat se veille et, sans boudier, lui dit « Mon Dieu, peux-tu m'aider, n'ai pas besoin de lui bien la bosse, mais ma conscience me reproche d'avoir la bocon sur les pieds. Ce temps peut m'arrondir la panse, de trouverai notre flâneur. » Le rat, faisant la référence, dit « Bien grand merci, monseigneur, au projet ici ou ailleurs, compta sur ma reconnaissance. » Donc dans ce cas aussi, l'expansion met en jeu la sphère du comique. Et on pourrait penser encore à la fable du chat et la chatière, où le grenier classique laisse la place à la maison d'une comtesse à Falbala, juste la veille d'un gala. Et le rire est ici recherché par l'auteur par la voix de l'hyperbole, le chat plus maigre que de son cou, et par des riches énumérations décrivant la pince du mire, mais aussi par l'ajout d'une scène finale qui n'existe pas chez La Fontaine, où l'animal, le ventre trop gros pour sortir de sa chatière, comme la belette de son trou, est rejoint par le cuisinier. Et alors... Le mire de la satière. N'ayant plus moyen de passer, vu la largesse de sa panse, il fallait recevoir la danse que non, bas, déclus, de travers, on lui servit de son dessert. Or, en plus de contribuer à la transposition rieuse des textes de La Fontaine, ces ajouts aux fables classiques font écho au plaisir de raconter des histoires, de les répéter et éventuellement de les transformer à partir d'un réservoir commun et communautaire de récits. En effet, ce sont surtout le plaisir du conte et la veine comique qui émergent des expansions par rapport aux textes classiques, renvoyant à des préoccupations propres à l'esthétique de Gex. Comme écrit Pierre Grasset, qui cite Paul Létard lors de son analyse des poésies en français de l'Amélie Gex, être original, c'est être soi. La réécriture des fables par la poétesse ne se propose pas comme une recherche de l'unité absolue, mais comme une confirmation de la sensibilité propre à l'auteur, qui est explorée davantage dans la confrontation avec un classique. Et sous ce profil, un élément intéressant à souligner est la manière dont l'auteur rompt avec le modèle sérieux et détaché typique du narrateur de la fable classique à la valeur morale. Le narrateur des fables de Gex adopte une posture décidément plus confidentielle, en faisant notamment référence, grâce à une série de formules ajoutées par la poétesse, précisément à l'idée d'un réservoir d'histoires et d'anecdotes populaires transmises au sein d'une communauté. Qu'on pense à des expressions comme « je ne sais comme », le corbeau et le renard, une fois un corbeau, je ne sais comme, où on m'a raconté, à la fois dans le lion et le moucheron, qui s'ouvre par le verbe « on m'a raconté qu'un moucheron », et au début de la poule aux œufs d'or, on m'a raconté qu'une femme avait élevé une poule. Grâce à ce type de formule, l'auteur n'établit pas seulement une connivence avec son lectorat de référence. Elle élit le peuple et son capital d'histoire partagé comme autorité de référence, en lieu et place de La Fontaine. Parallèlement, l'inflexion originale que la poétesse donne au texte source se manifeste également dans la manipulation des morales, des fables. En effet, il est possible de repérer plusieurs transformations par rapport au texte de La Fontaine en ce sens. Passage du moral implicite à une explicite et vice-versa, voire parfois substitution complète de la morale. Dans La Belette entrée dans un grenier, par exemple, la morale est implicite chez La Fontaine, mais dans Le Chat et la chatière de Gex, elle est explicitée. À savoir, ce chat aurait pu se sauver s'il avait su se réserver. De manière symétrique et inversée, la double morale qui accompagne le récit classique du lion et le moucheron est remplacée par une chute abrupte et quelque peu comique d'un seul vers. Ainsi finit ce fanfaron. La formule comique dans sa concision s'avère également une version infléchie de la morale proposée par La Fontaine. Une sentence qui, dans sa simplicité factuelle, dénonce l'arrogance de l'insecte et l'inéluctable punition que lui réserve le destin. De même, la morale des fables Les deux rats et la poule aux œufs d'or sont transformées par rapport à la source lafontainienne. Si le rat des champs clôt la fable de La Fontaine en rappelant « fit du plaisir pour la crainte de corrompre », chez Gex, on lit de la richesse de la vie simple et du plaisir d'être maître chez soi, fût-ce dans une maison modeste. Compère, la richesse a des inconvénients, être maître chez soi est des fois bien utile, et celui qui a beaucoup plus de rouleaux n'est pas toujours gagnant. De même, comparant les deux versions de la fable de la poule, ici en bas,
Les faits concrets que commente les morales sont très proches, mais la perspective s'avère différente. Gex se positionne ici comme un simple observateur des faits de la vie et de leur inéluctabilité, comme c'était le cas pour le destin du moucheron. Plus encore, émerge un point de vue qui se veut proche du peuple à qui la poétesse adresse ce texte. C'est ici le cas avec l'image finale de n'avoir de quoi fricoter. Ou, par exemple, dans le lion et le rat, avec le renversement du point de vue sur l'affaire racontée. Si La Fontaine écrit qu'il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, Gex répond, cette fable, mes enfants, vous prouvera, je pense, que de petits bienfaits ont grosse récompense. Ainsi, si la morale de La Fontaine est née de la perspective du lion, celle de la poétesse se rattache à la possibilité de faire du bien à ceux qu'on a autour de soi, à l'instar donc du rat. Et j'en viens à ma conclusion. Ces exemples illustrent bien, je crois, le positionnement social de Gex et sa conception de la littérature comme un bien à partager. Plus encore, les variations introduites par la poétesse dans les morales de La Fontaine révèlent son intérêt, qu'on retrouve ailleurs dans sa production, pour la restitution de la noblesse de la vie simple et pour ce sérieux léger qui constitue le tissu d'une moralité populaire née des faits de la vie. Surtout, de ces réécritures des fables émerge, je pense, la fascination de Gex pour le pouvoir quasi magique de la parole mise en récit, qui lui vient de l'imaginaire de sa terre, un lieu d'histoire racontée et transmise d'une génération à l'autre. C'est aussi ce pouvoir de narration lié à une communauté qui se dégage de son acte de réécriture, mais qui apparaît aussi plus largement comme élan dans sa voie littéraire. Qu'on pense seulement à ses contes de la Bove, je ne sais pas pourquoi n'apparaissent pas, organisés à la manière d'un Décaméron en plusieurs veillées, évoquant l'imaginaire des soirées passées en compagnie dans une étable, où l'on échange des anecdotes et des histoires. Non par hasard, dans cette œuvre aussi apparaît une fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Et ici, non seulement Gex adapte le récit lafontainien en franco-provençal, mais elle imagine également les réactions de ceux qui l'écoutent à l'étable, qui donc la commentent, l'infléchissent à partir de leur jugement et qui, un jour sans doute, la répéteront à leur tour, mais qui pour l'instant se contentent de demander d'autres histoires à l'autorité en matière, à savoir, non pas La Fontaine, mais le vieux Benoît. Bim, Besa che bien implantata. La sagara qu'a dû être sorta. Tant pis par lui, ne devait pas tout attendre mais dire sa lotta. Juste un arbre sem veniva. Cela, promis, était bien mauvaise. Dis donc, sarà-te poi venese quand la sua todo suo tempo ha bien plantato un vega intera dove non rila nell'era, car io avevi rien de bon tempo. Bene, bene, io è nato ancora, ne n'avevo poco près di ora. Dite bene, parlate di Corbin, parlate di Paesson. Merci, je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Effectivement, Émilie Jay, il semble qu'elle ait ressorti beaucoup de ses poèmes, des veillées en réalité qu'elle faisait là où elle était à la Chapelle Blanche. Et il serait intéressant de savoir dans quelle mesure, dans ces veillées, on connaissait les fables de La Fontaine. C'est-à-dire si réellement elle les a prises des veillées et non pas finalement du texte écrit. Merci. Oui, tout à fait. J'ai vraiment mentionné très vite cet imaginaire d'éveillé, mais qui me semble tout à fait essentiel. Et je pense que c'est vraiment à partir de cet imaginaire qu'elle retravaille les fables de La Fontaine. Je pense que, voilà, je ne suis pas, à nouveau, je le répète, experte en la matière, mais je pense qu'elle connaissait bien le texte écrit aussi, mais ici, elle fait un effort pour vraiment renvoyer à cet imaginaire. J'ai utilisé le mot quasi magique, parce que des contes d'abord, je pense, émerge vraiment cet aspect. Et le point qui me semble intéressant est vraiment ce passage, cet écart par rapport à quelle est la source, l'autorité, qui est ici une autorité communautaire et partagée, plutôt qu'une autorité littéraire, entre guillemets, classique.
ce n'est pas une question, c'est que je voulais vous féliciter pour votre démarche, avec en plus de jeunes lecteurs prometteurs. Et je pense que, voilà, je me félicite aussi je vous félicite de cette envie de vous approprier les textes par vous-même, parce que si on veut faire cette démarche vers la littérature franco-provençale, je pense qu'il faut aller au-delà du tabou de dire, à savoir comment on lit un texte du XVIIIe siècle. C'est la même chose dans toutes les littératures. On peut être locuteur de la langue, mais ne pas connaître exactement la prononciation d'un texte d'il y a 2 siècles, peut-être un texte qui a été écrit par un auteur qui relevait d'une tradition régionale et tout. Et donc, voilà, je pense que vous nous avez donné un bel exemple de réappropriation et d'appropriation d'un texte littéraire. Bravo! Voilà, merci Christiane, parce que je voulais le souligner. Je suis vraiment contente d'avoir Frédéric et Laurent ici, qui ont d'ailleurs fait un grand travail, puisqu'ils ont lu un texte du XIXe siècle avec une transcription graphique très particulière, dans une variante de franco-provençal qui n'est pas la leur. Donc, ils ont vraiment se sont lancés. Et moi, je tenais à avoir aussi les textes lus de vive voix, parce qu'il me semble qu'ils transmettent vraiment le côté vivant de cette opération, de ce jeu littéraire. Donc encore merci à Frédéric et Laurent. On a encore quelques minutes pour une autre question, si quelqu'un... Oui, j'aurais une toute petite remarque. Donc, c'était très beau avec l'accent valdotin. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on a un problème avec Amélie Gay, avec beaucoup, c'est qu'en fait, par exemple, elle va écrire seulement un Z, quand nous, on ne prononce pas the, mais on prononce the. Donc, par exemple, quand j'ai entendu bonzor, en fait, elle disait, normalement, ils disent bondor, the. Comme vous dites bonzor, c'est la même chose, hein, je veux dire, en Valais d'Ost, en Vaud, en Valais, nous on dit the et eux ils disent the, voilà. Autrement, je pense que c'est assez bien, comment dire, on arrive à s'en sortir en lisant. Mais il y a ce problème qu'on va retrouver par exemple dans Sekeleno, où aussi, donc ils mettent simplement un Z ou un S quand on va dire the ou the. Oui, merci effectivement. D'ailleurs, je sais que on a aussi discuté de cette transcription très particulière qu'elle fait du savoyard et qu'elle commente, par exemple, avec Émile Constantin aussi. Oui. Oui, bien sûr. Donc, je voulais seulement dire que la chose que nous avons trouvée la plus difficile, c'était, en tant que c'est un texte du 19e siècle, et nous n'avons pas les règles de sa graphie. On a essayé quand même de le traduire, de le transmettre le plus réellement possible, mais en ne savant pas, comme elle l'aurait dit, c'est un peu compliqué. Quand même, merci pour la remarque. Même en savoir, on a des problèmes. Je tenais à rebondir là-dessus, justement. Je pense que les petites prononciations, les petites nuances de prononciation vont au-delà de la portée littéraire du texte. Et donc, je pense même que ça fait partie de la démarche d'appropriation d'un texte, de le lire comme on le ressent. Et d'ailleurs, justement, on n'est pas sûr exactement de comment Amélie Gay prononçait. Et je pense qu'un expert de Dante Alighieri non plus n'a pas besoin d'être de Firenze pour prononcer exactement la Divina Commedia, et ça va au-delà de ça. Donc, félicitations. Merci. Oui, juste une remarque. Vous posez des questions qui, à mon avis, ne se posent pas. Si vous faites lire la fable de La Fontaine par tous les francophones du monde, vous aurez les mêmes variations. Donc, je crois que si vous ne prononcez pas comme on prononçait à la Chapelle Blanche
quand Amélie Gex a écrit ses textes, ça n'est pas grave du tout. L'important, c'est que ça ressemble à du franco-provençal de quelque part. D'où la nécessité, justement, d'unifier à travers la grammaire. J'aimerais juste dire que ce qui est assez chouette du fait que vous soyez valdotin, c'est que vous avez gardé aussi, même en français, les accentuations que peut-être en Savoie, quand on relirait les mêmes textes, on aurait un peu perdu par rapport à l'époque. Même en français, les gens, à force de ne plus parler la langue, ils n'ont plus les mêmes accents. Et vous avez l'accentuation qui donne pas mal de relief à tout ça. Une seule petite remarque, ça aurait été de parler un peu plus lentement, parce que même nous, on n'arrivait pas à suivre. C'était très complet, très complexe, très vivant. Mais ça aurait peut-être, avec un peu plus de solennité, ça aurait été encore mieux. Voilà. Le temps tira, on a essayé de faire il y a 3 voix, 20 minutes, c'est compliqué. Voilà. Merci. Moi, je voulais dire seulement une chose, que ceux qui ont étudié la littérature latine et grecque le savent, mais quand on lit un poème, si on devrait exactement le prononcer comme c'était l'état de la langue en cette période, on devrait changer langue pour chaque œuvre littéraire. Donc, quelquefois, si on regarde seulement cela, on n'a plus envie de lire le texte. Donc, il faut un peu faire un compromis en certain point, je pense. Donc, merci encore. Maintenant, notre intervention, je vous présente Rémi Mogenet, membre du comité d'organisation de cette conférence annuelle, docteur en lettres avec une thèse sur la poésie romantique en Savoie, éditeur d'anciens textes savoyards, avec son intervention a pour titre « Revivification du souvenir et poésie en savoyard » chez Jean-Alfred Mogenet, dit Jean. On ne voit plus. On ne voit plus. Bon, je vais lire aussi des poèmes en savoyard. Et avec Marc Brand, nous avons fait une enquête, il y a eu des enregistrements dans le lieu même où ce savoyard a été constitué, c'est-à-dire à Samoin. Et normalement, la prononciation devrait correspondre à l'origine. Sauf que je ne suis pas un excellent locuteur de toute façon, il faut reconnaître. Donc, vous voyez ici Jean-Alfred Mogenet, qui était, comme je vais vous le dire, administrateur en Afrique, et le livre que nous avons édité de ses poèmes avec l'Institut de la langue savoyarde. Donc, je commencerai par une citation de Frédéric Mistral. Parle à la pierre dans sa langue, énonce Frédéric Mistral au chanciste de Mireille. Citant cette formule, le chercheur Lionel Dupuis rappelle que le poète provençal sut donner ses lettres de noblesse à un genre et une langue où l'homme et la terre sont unis dans un destin commun. Mireille, dit-il, doit une partie de sa puissance poétique à la géographie spécifique que génère ce récit. Jean-Alfred Mogenet dit Jean, l'image de la terre ancestrale et natale est indissociable de la langue qu'on y utilise. Mais cette langue, portée par la poésie, va donner
une autre dimension au souvenir que Jam aura de ces lieux. Né en effet le 24 février 1862 sur le versant nord de la vallée de Samoin, dans une ferme de montagne, il projette d'abord de devenir prêtre. Mais échouant aux examens, comme on lui propose de n'être que sacristain, il abandonne le sacerdoce. Il exerce dans les Antilles le métier de professeur, puis celui d'administrateur colonial dans l'actuel Gabon. Revenu à Samoin en 1893, il publie un recueil de souvenirs en français sur le Gabon. Il se marie, dirige brièvement un mensuel local intitulé L'Écho des Sept Montagnes, puis, sans emploi, rejoint à Paris son frère aîné, François-Joseph, qui travaille déjà au magasin de la Samaritaine ouvert par leur cousine. Y prenant le titre de chef inspecteur des cuisines, il restera dans la capitale française près de 20 ans et sera surnommé par le personnel Jésus-Christ à cause des styles de sa barbe. La nostalgie, cependant, ne tarde pas à le saisir. En 1910, il commence à composer, en langue de Samoin, des poèmes qu'il envoie à l'écho des paroisses du Haut-Gifre, mensuel qui les publie régulièrement. Signé Jam, ses initiales, ils évoquent les différents lieux et objets emblématiques de sa vie d'autrefois à Samoin. Jean-Alfred Meugenet fixe, généralement en octosyllabes à rimes croisées, sur le modèle des poètes français que dans la famille on lisait surtout Lamartine, comme pour Serloy. Il ressuscite donc les souvenirs de l'ancien foyer en les faisant ressurgir suffisamment profondément de son cœur pour les transfigurer et en faire peut-être un objet quasi mythique. Il a pu aussi s'agir d'un jeu, écrire dans un style paradoxalement classique des poèmes en patois de Samoin, chantant le monde paysan et montagnard qu'il avait connu. Plus en profondeur, il s'agissait de revivre intérieurement une mémoire perdue en lui rendant sa qualité personnelle et en lui rendant sa qualité d'âme, je dirais. Dans une forme sublimée, cette émotion crée une sorte de tableau fétiche de l'ensemble de la vallée telle qu'il s'en souvenait. Alors nous suivrons simplement l'évolution, ferons un classement de ces objets, en commençant par les objets familiers, car il s'est plu à faire, de manière assez inattendue et originale, beaucoup de poèmes sur les outils familiers et domestiques de sa vie, d'enfant dans la montagne, puis des emblèmes communautaires de la communauté de Samoin qui me paraissaient importants et dont il fait au fond un peu des fétiches, et puis les éléments naturels dont il fait aussi des sortes de fétiches, de talismans porteurs d'une qualité à la fois humaine, mais souvent plus qu'humaine, une qualité morale et spirituelle. Alors vous voyez ici, donc, dans la vie paysanne, les outils de la maison sur lesquels il se permet de faire des poèmes en savoyard, certes, mais aussi en vers classique. Est-ce que j'ai besoin de traduire? Le vieux reloj, la brègue, la wilta, la berrota, le codrolet, le seuil au mouet, la porre, la trabla ou la pose, selon la prononciation, le berna, l'armach, le chapeau, le tapoli et le tabouret. Donc si je dois traduire, c'est l'horloge, le rouet, la luge, la berouette, la lampe à huile, le seau à traire, la louche, la table, l'objet qui agite le feu, le balai, le billot et le tabouret. Donc il s'amuse à faire des poèmes sur ces objets, en général en finissant par leur attribuer une âme, en disant déjà le plaisir qu'il a à se souvenir de ces objets, mais aussi à leur attribuer une qualité humaine et même morale. Par exemple, il va dire que le balai rend des services moraux en balayant la poussière qui, éclairée par le soleil, lui donnait l'illusion qu'il y avait dans la maison des êtres lumineux. Puisque cette illusion brouillait sa raison, dit-il, le balai a la fonction de nettoyer son esprit. Alors là, je vous ai montré quelques vers pour le rouet.
Le vieux brègue, ah oui, la ferraille, dans mon recoin était ramois. À Borja contre la muraille, il semble quasi qu'il prend main. Donc vous voyez la traduction, alors on voit tout de suite sa tendance à l'humanisation et qui ici est aussi un symbole du temps qui malheureusement passe et laisse dans le passé le souvenir. Donc il va aussi parler des édifices d'une manière assez comparable, les édifices de la vie paysanne. Je m'embrouille. Donc, il va parler des villes, Bayon, le grenier, le fort, la cousga, donc des objets, des endroits liés aux édifices qui forment en fait son univers mental là où il habite. Parce qu'il parle très peu des objets, des édifices dans le village, dans le bourg plutôt, pour ainsi dire, puisque lui vivait sur le versant, dans un hameau. Et donc, l'essentiel des édifices était constitué par le grenier, où on mettait bien sûr le grain, qui était distinct et surélevé pour que le grain reste sec et ne risque pas d'être perdu par un incendie. Et, j'avais mis une image des villes, maisons, elle a disparu. Et donc, les villes maisons, c'est simplement les chalets de montagne avec la grange en bois qu'on trouve dans cet endroit. Et les faux, c'est le four à pain. Donc, villement les lapiers des frettes, à leurs près le vernis, Meillon et Lapier semblent faire ensemble épais le même ovri. Donc il va continuer de se parler de cette façon des maisons, en disant qu'il aime les maisons malgré le préfet. Le préfet n'aime pas les toits en bardeaux. Il y a eu beaucoup, après la réunion de la Savoie-la-France, de critiques des préfets, sur le mode de vie des Savoyards, et notamment, il y a toujours des incendies, disait-il, qui menaçaient la vie normale. Alors il fallait supprimer les fours à pain, il fallait supprimer les bardeaux, il fallait supprimer beaucoup de choses. Et Jeanne accuse finalement le préfet de créer un progrès artificiel qui détruit et dissout son souvenir, alors que pour lui, seul le souvenir a une vraie vie propre. Il va aussi parler par exemple des voitures, des machines qui apparaissent. Il dit « Cela n'a aucune vie propre, contrairement aux objets dont je me souviens. » Et le progrès, donc soutenu par le pouvoir politique, lui semble détruire la vie même du village dont il se souvient, parce qu'il lui-même dit qu'il revient annuellement à Samoin pour raviver ses souvenirs, et il constate que ça ne correspond plus, et le préfet notamment est un des responsables. Alors, il y a aussi les animaux domestiques qui font partie de la vie peut-être qu'il s'en souvient dans sa ferme. Alors, il n'y a pas question de chat ni de chien, mais essentiellement de mon Pelé, qui est le coq, et de Méraille, qui est la vache mouchetée. Alors, le coq, dans son poème, devient un peu comme le génie et même le maître de la maison. Il crie contre tout le monde, et puis il est très fier. Alors, on a un exemple ici. E poi è una bete che fiera I va bio le bailli rei, attrament il sarà una guerre, sans fin autour de la maison. Voyez la traduction. Et pour Méraille, il s'adresse à elle familièrement, comme un peu dans le poème qu'on a vu hier de Serlogne. La vache est individualisée, c'est une amie, on s'adresse à elle comme si elle pouvait comprendre, ce n'est pas très original dans la vraie vie, mais ça crée un lien affectif dans son souvenir qui donne à cette vache une valeur toute particulière. Il dit « Ta preu resta l'état » ou « l'état ». C'est pas toujours clair ce qu'il a voulu écrire, parce que récemment on avale beaucoup, on parle beaucoup du fond de la gorge. « Perdions le brava » ma baffe. Donc il s'adresse à elle pour lui dire « Libère-toi », et comme si elle pouvait ressentir le sentiment de liberté tel un humain, ce qui peut se comprendre assez facilement. Alors, par ailleurs, donc, dans son effort de fétichisation, on pourrait dire, du souvenir, il va bien sûr se pencher sur les emblèmes d'une communauté. Mais de nouveau, ce n'est pas toujours les édifices communautaires les plus importants. Souvent, ce sont ceux qui sont proches, là aussi, de sa famille.
Alors en particulier, il parle de la courée du chemin, les croix du chemin, qui lui semblent plus intéressantes que les croix dorées des chapelles. Tout simplement parce que sans doute elles étaient proches de sa maison. Donc elles avaient avec lui un lien affectif, ou il avait avec elle plutôt un lien affectif. Les couragadions, les tapères, ont le brillant vernis de l'or. Avouez ses bordures grossir, la pourracourait du chemin, Fabio, sous son mouet de pire, qu'on y est tout est simple et divin. Donc la croix proche est simple et divine, nous dit-il. Il va s'exprimer de manière comparable pour les oratoires, les oratoires qui jalonnent le passage, la montée sur la pente des paysans, sur le long de chemin, en n'insistant pas tellement en réalité sur sa dimension, sur son utilité, sa fonction religieuse, mais plutôt en disant que ces oratoires indiquent les virages. Alors donc il les personnifie, il leur donne une instance morale, mais qui n'est pas celle forcément prévue non plus par l'Église, puisqu'ils indiquent surtout les virages, c'est-à-dire qu'ils indiquent des choses pratiques, utiles, bénéfiques, mais qui ne sont pas forcément celles prévues par les évêques. Alors il parle aussi énormément du tilleul. C'est le groutli qui a été planté au XVe siècle à l'époque, dit-il, parce qu'il le raconte dans un poème qui s'appelle Autour du groutli. Autour du groutli, il y a, comme vous le voyez, un parapet qui le protège et qui l'honore, dit-il, et qui rappelle que ce groutli a été planté à l'époque où les gens de Samoin sont allés à Chambéry pour obtenir la liberté complète de leur terre. Donc c'est un arbre, un objet communautaire fondamental à Samoin depuis toujours, et il en a fait 3 poèmes. Donc Autour du groutli qui raconte son origine, le groutli en hiver, où il dit qu'il ressemble à un géant décoré par des guirlandes, et le groutli et l'orade, où il raconte que le groutli résiste victorieusement aux éléments déchaînés, image bien sûr de la communauté de Samoin. Alors il en fait aussi un géant protecteur de Samoin, donc créant un mythe simple qui correspond à la fonction profonde de ce groutli, mais l'exposant dans sa poésie avec nostalgie et plaisir. Il parle également de la fontaine communale qui s'appelle le bornet, et ça veut simplement dire le tuyau, car on a dû mettre un tuyau pour joindre la source à cette fontaine. Et autour de la fontaine, dit-il, on a créé une sculpture du temps des rois de Sardaigne, qui est très belle, et autour de ce tuyau, donc on a fait une belle sculpture, et au sommet de la sculpture, dit-il, il y avait une boule, et elle a été remplacée par une lampe à gaz, et dit-il, c'est comme ça que le progrès détruit la beauté, puisque cette lampe éclaire le monde seulement à 10 mètres autour d'elle. Donc il use de l'ironie, de nouveau, pour montrer à quel point le progrès abîme le caractère divin du souvenir qu'il avait. Donc il suggère aussi un caractère magique à la source, près de la pire à les failles. Je ne sais pas où est cette pierre. Là, c'est zo des pires, en borbotant les place, per zo le bouffon, c'est les vins cola, tant que sur la place, frire, clair, l'oncle, le borne. Donc la source naît proche de la source au fait, donc pour le prêtre défroqué qu'il était, eh bien cette source curieuse, accointance avec les esprits de l'eau, qui s'en trouvent ainsi transfigurés, car il dit que quand on boit de cette source que vous pouvez voir, je crois que j'en ai fait une verre, eh bien c'est mieux que des verres de champagne. Alors, ça, c'est l'eau transformée en vin par la grâce de la poésie de Jean-Alfred Moget. Alors au-delà de ces objets, il y a d'autres objets communautaires. Il y a le clocher qui veille aussi, qui prévient les gens quand un danger arrive, qui accompagne les gens aussi dans l'éternité. La chapelle du Béreuse, qui aussi résonne tristement au fond des bois, avec un écho au fond des bois, quand
le clocher résonne pour un mort en général, mais la chapelle de Bérouge, qu'on appelle en français, est à l'entrée de Samoin, et un beau clocher à bulbe, et qui brille, dit-il. Alors il affirme, alors je n'ai pas mis la référence, mais je vous la lis. Tout le jour, le soleil y greffe des corcolès et des épis. Ce qui veut dire tout le jour, le soleil y greffe des feufolaises et des épis de maïs. Donc, il ne s'attarde pas là non plus sur le caractère céleste ou religieux de la chapelle en apparence, puisqu'il fait part d'une sensation physique que le clocher reflète bellement la lumière du soleil. Mais en fait, par la personnification du soleil et l'évocation de ces feux follets, il suggère une autre forme de magie qui vient de la sensation elle-même, et non pas de la doctrine. Alors il parle également des rites et des coutumes, et en particulier, comme beaucoup et comme Amélie, des Vélias. Alors il montre comment dans les Vélias on parlait des revenants, on parlait des brigands, comment on jouait à se faire peur et qu'on nourrissait l'imaginaire. Et le poème commence de cette façon. On avait les villes patouilles, s'assemblaient et faire le bas. Et Tarfa, dans le pieu de frileuse, près du foie, avia un entier. Donc ça veut dire que les vieilles trouvent du réconfort dans le feu autour duquel va se créer la ville. Alors, l'expression ici-bas montre que ce feu compense l'obscurité, le froid autour et même la vieillesse. Donc il y a un caractère également magique qui va se confirmer dans la suite du texte, notamment quand il y a une personnification sur les ombres, car il affirme que les ombres des dames jaillissent derrière elles jusqu'au toit. Elles sautent derrière elles jusqu'au toit, donc les ombres prennent corps de nouveau pour créer un univers qui peut-être est ironiquement fantaisiste, mais qui correspond aussi à un désir de magie chez lui vis-à-vis du souvenir qu'il a de ces Vélias. Alors, comme autre rite, il y a la chanson du guet. Et cette chanson du guet aussi a un caractère sacré. Alors, il parle également des figures importantes dont il dit qu'elles apportent la gloire qu'on peut voir. Si on peut voir autour du Groutli, la gloire, c'est grâce à ces deux personnages, Gerdil et Bior, sur lesquels je ne m'attarde pas. Il parle également de la nature, notamment du crayon, qui est comme un symbole et comme un drapeau, dit-il, planté sur le monde, et qui dégage une odeur qui transfigure la vallée, la rend plus belle, c'est ce qu'il affirme. Et il parle de la Bozesa, qui est une montagne cruse de son versant, et du lac du lait de verre, qui est un autel reflétant les splendeurs du ciel, et sur lequel on peut partager, quand on le regarde, les rêves sans fin que fait ce lac lui-même. Donc c'est comme un lac initiatique, où il parle aussi de tout ce qu'on peut trouver autour de ce lac pour fixer dans son souvenir comme un tableau complet du lac. Donc il parle encore des saisons, mais il est temps de conclure, vous avez compris, je pense, sa démarche. Et donc, pour conclure, eh bien, on peut dire que des éléments de la vie familiale, liés au foyer et à ses nécessités, aux emblèmes communautaires plus larges, et aux éléments emblématiques de la nature, la poésie de Jeanne recense envers Savoyard l'ensemble de ce que la vallée de Samoin a laissé en lui comme souvenir vivace, et ses poèmes transfigurent de nouveau le souvenir des profondeurs de sa vie psychique en sorte de fétiche, d'animation générale des objets pourtant inanimés, et même des talismans qui cristallisent une qualité morale qu'il avait toujours, bien sûr, au fond de son esprit comme ancien prêtre. Et donc, je termine cet exposé en posant la question de savoir si, après avoir raté ses examens de prêtrise, il n'est pas devenu le grand prêtre de la vallée de Samoin. Merci. On a quelques minutes pour les questions.
piotte pour jambes. Est-ce que c'est le registre normal ou il y a une connotation? Donc c'est Marc Bron qui a fait la traduction. On est allé voir des gens de Samoin pour bien comprendre tous les mots qui sont souvent spécifiques, y compris les graphiques qui correspondent à des prononciations spécifiques. Et je pense que s'il a voulu ici écrire, mais il faudrait vérifier parce que je ne suis pas un linguiste total, il a voulu, Jeanne, simplement recréer un mot familier qu'on utilisait dans la maison. Vous pouvez répondre. En vaudois, on dit pio aussi pour les gens. Oui. Mais c'est le registre normal, c'est le registre normal. Oui. Bientôt à la Savoie, il y a le mot normal. Oui, d'accord. Ma esiste la samba, per esempio, ma normalmente di piota. D'accord. E per noi è lo contrario. Per noi il piotto è un termine che ha registro, che ha particolare. Non, ma c'est pour un complet per la persona, ma in un senso che è ironique, non come si può dire. Pour le verbe pioter. Et pour nous, c'est du familial. Par exemple, quand tu dois dire à un enfant de se lever les mains, là-bas, tu le pioter. D'accord. Je pense que pour Jeanne, la langue était quand même quelque chose qui avait trait à la famille. Donc ce qu'on dit être familier, par définition, c'est la famille. Peut-être pour lui, c'est la langue de sa famille. Même au-delà de la langue de la communauté, parce qu'il y a beaucoup de... je vous ai montré Gerd Leger, ce sont des écrivains qui ont écrit en français aussi, qui étaient des gens très cultivés, et qui étaient originaires de Samoa. À droite, il y a un cardinal, vous voyez, et il écrivait en français, en italien, en latin. Donc à Samoa, on pouvait parler aussi français. Alors, je pense que pour lui, ce langage, c'était celui aussi de la famille. C'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur le versant où il vivait, les fours, qui sont typiques de la vie à la montagne, et même pas du bourg. Sauf pour les objets emblématiques, où tout le monde se retrouvait, le Glutli, le Klutli, mais sinon, on ne parle jamais des maisons du bourg. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est moi une suggestion. Non, s'il te plaît. Je pense que la poésie, c'est une forme pour reconstruire les souvenirs, mais aussi pour construire le présent. Et alors, c'est une forme très adaptée pour le passé, mais aussi pour le quotidien et le devenir aussi. Pour construire le collectif, l'idée collective et en général. Oui, alors ici, il faut reconnaître qu'il était assez pessimiste et il dit nos devanciers d'avant, ils étaient des génies. Ceux qui ont inventé la brouette, ils ne se vantaient pas, mais ils étaient des génies, tandis que maintenant, ils font tout un plat quand ils inventent des machines qui ne servent à rien. Donc c'était un peu pour résister au temps qui passe. Et si ça construisait quelque chose pour l'avenir, chez lui, ce n'est pas sûr que c'était conscient. Alors, ça peut, mais c'est aussi pour fixer, pour un peu comme le Glutli face à l'orage, résister au temps. Alors pour lui, c'était ça, parce qu'il était quand même très conservateur. Mais je ne dis pas que ce n'est pas vrai, hein, ce que tu dis sur la poésie. C'est son point de vue qui était peut-être un peu plus conservateur que ça. Sinon, on a fait des poèmes aussi sur les nouvelles machines, pour dire, parce que ça s'est fait. Hein, il y a un poète savoyard, Juste Songeon, qui a fait un poème sur la machine à voler, comme on disait. Et il dit qu'il y a un servant dedans qui l'emmène vers Saint-Pierre. Donc on peut le faire, mais Jeanne ne le faisait pas. On a encore le temps pour une toute petite question, si vous voulez. Bon, autrement, je remercie encore Rémi Mogenet. Et on passe à notre dernière intervention de la matinée. Je vous présente Alessandro Celi, historien et président du comité de tradition valdôtaine, avec une intervention qui a pour titre Ce que l'Aino,
divulgation historique et littéraire sur un hymne national. Voilà. Bonjour à tous. Et merci avant tout d'avoir eu la gentillesse de traduire mon intervention à la fin, mais comme d'habitude, nous dobbiamo trovare tre classi differenti di montagna e vu que c'est pas capitaine, ne posso pas espérer de l'ubiquité, comme se dit. Va bien. Alors, dessin que vous prenez, oui, le matin. Et bien, oui, le seul, va bien. Brutalement, va bien. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, de quoi je vais vous parler ce fin de matinée. Alors, quelque chose que Christiane m'a proposé et j'avoue, je ne connaissais pas. Et je dis aussi que je ne suis pas linguiste, je suis plutôt historien. Et donc, je vais vous présenter comme je l'ai écrit dans le titre, quelques divagations. Alors, de quoi s'agit-il? Chanson de l'escalade. Oui, on voit bien, on peut même peut-être augmenter un peu. Alors, la chanson de l'escalade, qu'est-ce que c'est que l'escalade? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un épisode de l'histoire de Genève, ou bien de rapport entre Genève et le duché de Savoie. À un certain moment, le duc Charles-Emmanuel Ier essaye de prendre par la force un coup de main Genève, la tentative échoue et tout de suite après, probablement, il y a cette chanson, un hymne, qui est très longue parce qu'il fait 68 couplets. Au point de vue de la forme, je cite 68 quatrains composés de décasyllabes divisés 4 plus 6. Les deux premiers vers ont une rime féminine, le troisième et le quatrième vers présentent une rime masculine. Et la chanson s'inscrit dans une forme, un genre musical populaire. Nous sommes en 1602, très populaire entre le XVIe et XVIIe siècle, c'est-à-dire la complainte, qui relate de faits divers ou des événements historiques qui méritent d'être conservés et qui doivent servir à l'édification du peuple. Et en effet, comment est partagée, divisée cette chanson? Les quatrains de 1 à 31 décrivent l'action militaire avec toute une série d'épisodes différents qui sont entrés dans la, la culture, l'histoire populaire, la culture générale de Genève. Par exemple, une femme jette sur la tête d'un assaillant une marmite, le tue, et donc aujourd'hui à Genève, il y a on échange des marmites en chocolat pour rappeler tout cela. Les quatrains de 32 à 64 parlent de l'exécution capitale des prisonniers. Et enfin, il y a une action de grâce, on loue Dieu pour avoir sauvé la ville. Au point de vue de la datation, j'ai dit, il y a encore aujourd'hui un grand débat.
en faisant un peu de biographie, je trouvais 2 livres parus la même année, l'un qui, disons, est favorable à la datation à la moitié du XVIIe siècle, l'autre qui dit par contre non, c'est une chanson qui a été écrite tout de suite après les événements. Et pourquoi? Parce qu'on est, l'escalade, je le dis, on est en 1602. 6 mois après, la tentative de Charles-Emmanuel Ier déclenche un état de guerre qui risque d'être généralisé. Alors, on essaye d'étouffer, généraliser, c'est-à-dire la France, l'Empire, etc. Et en 1603, en juin 1603, on arrive à un accord, une paix. Et vu qu'on ne parle pas de cette paix à l'intérieur de l'hymne, on croit que l'hymne, ou bien ceux qui sont favorables à une datation très proche aux événements, croient que l'hymne porte cet élément pour dire l'hymne date d'une période entre 1602 et 1603. Quels sont les éléments que je soumets à votre attention? Avant tout, et c'est un élément que j'ai déjà entendu revenir hier et ce matin, le fait que, disons, il y a une attention ou une façon d'exposer les événements qui est très concrète, qui, vu qu'on a dit le franco-provençal est une langue concrète, il y a un certain réalisme, mais qui démontre une connaissance de près, pas seulement des événements, mais aussi de la mentalité de l'époque. Par exemple, au 449, oui. Alors, nous sommes dans la partie dédiée à l'exécution des prisonniers de guerre. Les 2 dernières lignes, alors il y a le bourreau qui dit il y a le corbeau que déjà vous attend. Et en vous mesant, ils chanteront, oui, en vous mangeant, ils diront cro-cro, ils chanteront plutôt. Vous chantez bien le ravi ou barbo, le ravi ou barbo, ce sont les raves cuites dans l'eau. Et c'était un plat très répandu en Savoie. Donc c'est une moquerie que le bourreau fait envers ses prisonniers en disant quand vous serez pendus et les oiseaux viennent vous manger, votre chair n'aura pas le goût de la chair, mais des raves. Premier élément. Le réalisme où on peut le voir. Bon, dans la description des faits de guerre, dans la description de tous ceux qui suivent une conquête d'une ville, c'est-à-dire que les accusations qui sont présentées à ce prisonnier est d'avoir voulu entrer dans la ville, tuer tous les habitants, violer les femmes et les filles. Donc, on ne cache pas la réalité. Et réalité qui entre aussi dans le fait de connaître très bien la façon par laquelle la guerre se conduisait à l'époque, aussi dans disons, dans les règles envers le prisonnier. 13 ans après que ti vont en via, ils dicevano de nous aussi pedia, toi en coudant qu'en payant leur rançon, ils s'en iraient chacun dans leur maison. Ils ont pris 13 prisonniers qui étaient encore en vie, et ces prisonniers disaient ayez pitié, et ils croyaient qu'en payant leur rançon, ils auront été, disons, libérés et ils auraient pu rentrer
chez eux. Ce qui était d'habitude la règle, surtout, disons, plus au Moyen-Âge, mais encore à l'époque, des batailles dans lesquelles, surtout le noble, on visait à tuer un noble, cela n'était pas rentable. C'était mieux de le prendre prisonnier et de lui demander une rançon. Tandis que dans ce cas, tous les prisonniers, aussi des comtes de Sonna, etc., ont été pendus et leur tête a été après mise en belle vue pour... et là aussi, c'est une, disons, cela a été une pratique à l'époque et aussi dans les siècles suivants, mais en tant que, disons, symbole de... voyez que si vous arrivez ici, cela est le destin qui vous attend. L'autre élément que j'ai retrouvé en tant qu'intéressant, et surtout j'ai été un peu étonné parce que dans les quelques livres que j'ai consultés, la plupart s'efforcent ou d'établir le texte originaire ou d'expliquer la langue, mais le contenu en tant que tel n'est pas tellement visé. C'est-à-dire, il y a la description de la répartition des vers que je vous ai présentés, mais en réalité, je crois pouvoir individuer une fonction pédagogique. Dans quel sens? Là aussi, je reviens au dernier rapport que j'ai entendu, celui sur la littérature à 10 heures. Il y a l'hymne est partagé en 3 parties. Mais ce sont 3 parties qui ont disons, un développement qu'on peut rapprocher à un sermon d'église. Pourquoi je dis cela? Parce que la première partie, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc la description. Dans la partie où on parle des pendaisons, on joue dans un style presque, sinon théâtral, mais quand même il y a une affirmation d'un prisonnier et la réponse du bourreau. Alors, le bourreau s'appelle Tabazan, personnage historique, il est rappelé, etc. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, 47... Alors, bien, 46, question, il arrive et dit, que veniamo fare ici galant? Donc, vous, prisonniers, quand même galant, qui à l'époque ça signifie de gens guerriers, valeureux, etc. Donc, il y a, on peut dire, presque un certain respect, au moins à ce point-là. Il leur demande, qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors, réponse, nous venons pour faire chanter la messe, la Sainte Messe, à Saint-Pierre, Saint-Gervais, etc. Le pays de la le but était de rétablir la foi catholique dans la ville de Genève. Et là, réponse inutile, il y a le corbeau que vous attend pour vous manger, et il y a la question des rames que j'ai déjà décrite. Mais après, deuxième réponse, ou bien deuxième affirmation, Santa Vierge Maria, donc Sainte Vierge, ayez pitié, qu'il vous plaise d'avoir pitié de nous. Et Tabazan, donc le bourreau qui répond, non, c'est la potence qui vous attend, vous allez danser les pieds en l'air. Et donc, la messe, la Vierge, et encore, il y a un troisième, alors, ah oui, le valet
à la barbe rousse. Alors, autre épisode, il y en avait un qui avait la barba rossa che fit quasi rire tutta la troupe. Il diceva que ne voleva pas, puis on valait, il t'attendait monta. Et là, il y a de nouveau une raillerie. Celui-là qui a la barbe rousse qui dit moi je suis un serviteur, je ne suis pas digne de monter les chevaudages pour être pendu. Et alors, je ne me lance pas dans le symbolisme des cheveux, de la barbe rousse, le diable, etc. Mais quand même, alors, il y a la messe, il y a la Sainte Vierge, on peut envisager cette identification, ou quand même quelqu'un qui est le valet du diable et qui donc a les cheveux roux. Et en effet, la réponse est Muta la vecchia, muta lo veneto. Il faut tuer la vipère et son venin. Et enfin, quatrième passage, au 56, ils avaient vu courir de livres bianches, ils ont vu courir de lièvres blanches. Or, dans le blanc, alors la lièvre qui court est rattachée au l'au-delà, ou quand même à un monde que n'est pas celui-ci, un monde magique. Et pourquoi? Parce que les lièvres vont se cacher sous terre. Et le blanc est à nouveau, selon certaines interprétations, un signe, un symbole de, non pas positivement dans ce cas, mais négatif. Et c'est quelque chose qui revient, parce qu'il est cité à ce point, mais aussi dans un autre passage. Et selon les auteurs, disent, bon, cette croyance entre que voir une lièvre courir signifie, c'est un signe de malchance, revient disons, est accepté et du côté catholique et du côté protestant. C'est une croyance plutôt répandue à l'époque. Et sur ce point, je fais une petite remarque. La magie était acceptée. C'est-à-dire, c'est une époque où on pense, pour revenir aux questions de ce matin sur le Moyen-Âge, etc., c'est plutôt l'époque moderne qui est moins rationnelle sur ce point de vue. Tout le monde se faisait faire demander aux croyez dans l'astrologie, l'horoscope, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, premier court-circuit, qui rattache et un côté et l'autre côté. Mais, et c'est là la thèse que je vous soumets, cet interrogatoire aux derniers instants de vie, la messe, la Vierge, en quelque sorte le diable et la magie, c'est, à mon avis, une façon pour éduquer les gens de Genève en disant là sont les fondements de nos adversaires. Ils croient à la messe, et dans le culte de Calvin, la messe, il n'y en a pas. On croit dans la Sainte Vierge, et ni la Vierge ni les saints sont acceptés dans le protestantisme, dans le protestantisme. Et après, il y a cette possible référence aux serviteurs du diable et à la magie. Donc, les événements, l'idéologie, disons, ce que nous différencie par rapport aux autres, et enfin, et c'est la conclusion, on rend grâce à Dieu en tant que Seigneur, Seigneur de bataille. Là, c'est une vision, dans sa main, il tient la victoire. C'est une vision plutôt
Ancien Testament, mais d'ailleurs les protestants mettent en relief plus l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Quel est l'intérêt de tout cela aujourd'hui? Alors, c'est une chanson qui est chantée chaque année le 12 décembre à Genève, jour qui rappelle la date de l'escalade selon le calendrier julien qui était employé à l'époque à Genève. Mais l'intérêt plus proche à nous est donné du fait que le 3 mars 2024, donc il y a 2 ans à peine, par un référendum, les habitants de Genève ont décidé d'inscrire, de modifier leur constitution, d'introduire un article 7A qui déclare cet hymne officiel de la République et canton de Genève. Alors, l'article dispose: l'hymne officiel de la République et canton de Genève est ce qu'il est non, en arpitan genevois. Alors, 3 éléments. Arpitan, que pour nous en Vallée d'Aoste n'est pas si étendu. Un hymne inscrit dans une constitution qui déclare à l'article 5 que c'est le français la langue du canton, donc il est accepté d'avoir une autre langue à l'intérieur de la constitution, et une langue, comme je l'ai dit, qui n'est plus parlée, et les derniers à parler, disons l'arpitan, le franco-provençal genevois, selon les recherches, furent les communes ex-savoyards passées au canton de Genève en 1815-1816, où l'emploi du franco-provençal a duré jusqu'au début du XXe siècle, donc autre court-circuit, pas seulement la magie, mais aussi c'est un hymne contre les catholiques, mais qui est parlé dans une langue qu'à la fin c'était les catholiques à employer. C'est une langue, un hymne qui fait de la satire, et il y a d'autres épisodes dans lesquels on a employé le franco-provençal à Genève pour faire de la satire politique. Quelqu'un, au temps de Calvin, il a perdu la tête pour avoir fait des moqueries en franco-provençal. Dernière réflexion, et je m'arrête là, tout cela m'a fait penser à un ouvrage d'un historien et anthropologue anglais, Anthony Smith, qui a écrit un livre il y a une quarantaine d'années, Les origines ethniques des nations, dans lequel il réagissait aux conceptions qui disent le nationalisme et la nation, c'est un concept de l'âge industriel, c'est quelque chose qui arrive avec la Révolution française. Lui, il dit non, les origines sont bien précédentes et puisent leurs racines surtout dans une identité d'un peuple autour d'une religion. Et je trouve que, même à notre époque, le fait qu'un hymne qui célèbre la défense d'une ville protestante contre un envahisseur qui voulait imposer le catholicisme, et qui est encore chanté, qui est devenu par contre l'hymne national, quand la langue dans laquelle il est écrit, personne ne la parle plus, c'est vraiment une preuve de cet enracinement dans le fait religieux et dans la guerre, et selon ce que proposait Anthony Smith. Merci. Merci bien, on a quelques minutes pour les questions. D'abord, je voudrais un peu préciser le contexte de cette escalade, en fait, parce que c'est pas tellement compris en général.
Donc il y avait eu un traité de paix après une longue guerre entre la France et la Savoie. Et la Savoie avait ses armées complètement épuisées en fait. Donc pour récupérer Genève, je veux dire déjà la Savoie avait payé assez cher parce qu'elle avait dû donner l'adresse, le budget, c'est-à-dire le département de l'Ain actuel, donc à la France. Par contre elle avait eu je crois le marquisat de Saluzzo, donc en Piémont, donc déjà ça a reporté la Savoie beaucoup du côté aujourd'hui italien en fait. Donc ça nous a posé quelques problèmes à nous Savoyards après. Donc de toute manière, ce que le duc voulait, il voulait faire un coup de main. C'est-à-dire il voulait prendre la ville de Genève pendant la nuit et puis mettre donc, les alliés de Genève, les protecteurs de Genève, donc, dont la Confédération helvétique, mais Genève n'était pas suisse à l'époque, et puis même la France en fait devant le fait accompli en disant ça y est, on a repris Genève. Peut-être qu'il pensait aussi que l'ancien parti pro-savoyard qui était à Genève existait encore un petit peu, puisqu'il y a presque une guerre civile, je ne sais pas, peut-être 70 ou 80 ans avant, entre les partisans, plus ou moins protestants, on va dire en général, d'une Genève libre, et puis même en fait, pas tellement libre, mais dit auvergnat, et puis les Savoyards, parce qu'en fait, sous Amédée VIII et tout, Amédée VIII il est mort à Genève, je veux dire, c'était quand même, on peut dire, une ville savoyarde. Donc il fallait faire très vite. Et puis je suis très heureux que l'hymne Sekeleno soit devenu l'hymne de Genève, sous le nom d'Arpitan, parce que franco-provençal, vous aimez ça beaucoup, enfin, en Vallée d'Ost, on aime ça, au Piémont on aime ça, mais pour nous, je veux dire, c'est un mot complètement, non seulement je dirais démodé, parce qu'en fait, provençal ça veut dire occitan à l'époque. Je pense que Ascoli il a créé un nom de travail parce qu'il ne savait pas quel nom donner, et puis il y en a qui ont remis ça et tout ça, puis maintenant on aime bien parce que personne n'y comprend rien. Donc j'ai dû répondre à des Allemands, à des Norvégiens, qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire franco-provençal. Donc je pense que les Genevois ont bien fait, et j'espère qu'à côté de ça, puisqu'ils ont adopté l'hymne, j'espère qu'on ne va pas leur demander d'adopter la langue de manière officielle, mais qu'elle soit un petit peu enseignée à Genève, en particulier au niveau universitaire. Alors, si cela ne vous dérange pas, je préférerais recevoir les questions et répondre. Bon, d'abord, une observation, une question. Je pense qu'il ne faut pas refaire la guerre de l'Arpitan et du franco-provençal. On perdrait son temps complètement. On a autre chose à faire. Je pense que les Arpitans font du boulot intéressant. Je pense que le franco-provençal aujourd'hui est reconnu en France sous le nom franco-provençal. Et je pense que vouloir gommer le nom franco-provençal, en France, je ne parle pas du Val d'Ost, est aujourd'hui très mauvais. Donc ne faisons pas la guerre, unissons plutôt nos efforts, ça servira beaucoup plus, ce sera beaucoup plus productif. Maintenant, j'ai une question à ceux qui ont entendu l'hymne Sekeleno chanté à Genève. Comme à Genève, il n'y a plus de gens qui parlent l'arpitan pour faire plaisir à franco-provençal, pour faire plaisir à d'autres, ça ressemble à quoi ce qu'ils chantent? Est-ce que ça ressemble à de l'arpitan ou du franco-provençal, ou ça ressemble à tout sauf de l'arpitan ou du franco-provençal? J'ai une toute petite remarque par rapport à l'intérêt des Genevois pour cet hymne dont il ne parle plus la langue. L'escalade a beaucoup d'importance pour les Genevois. Toutes les années, ils fêtent l'escalade. C'est une énorme importance, sans toujours en comprendre le sens historique, comme Alain l'a précisé. Hein. Mais folkloriquement, c'est vraiment très important pour eux. Je ne sais pas s'ils seront capables de revenir à la langue, ça m'étonnerait, mais j'aimerais bien. Mais je pense que c'est une cause importante de cet attachement à l'hymne. Et peut-être quand même de garder une relation avec leurs racines. Je pense que c'est important, ça. Oui, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Oui, on commence à répondre. Non, parce qu'à la fin, je fais un discours question courte. De synthèse. Je veux savoir ce que vous pensez des billets qui avaient été retrouvés dans les poches, selon vous. Ah, oui, j'ai oublié ça aussi. Merci de me l'avoir. Vous parliez de la Belgique. J'avais noté
j'ai noté et après j'ai oublié. Alors, dans toute cette, disons, effort éducatif, regardez que nos ennemis, quelles croyances ont-ils qu'il faut absolument rejeter. Ils ont trouvé des billets, c'était, je crois, des images de saints et de la Vierge, etc., qu'on portait en tant que comme dans la chanson, des amulets, donc quelque chose de magique. Certainement pour un catholique, ce ne sont pas rien de magique. Mais c'est pour cela que je vous dis, à mon avis, ce n'est pas seulement on raconte ce qui s'est passé. Mais par cette chanson, on essaye de mettre en relief les éléments qu'il faut refuser parce que notre foi religieuse refuse tout cela, les images, etc. Par contre, eux, qui sont des adorateurs de Satan, à certains moments, il y a un jeu de mots entre sainteté du pape et satanité. Donc à Rome, il y a la satanité, donc quelqu'un qui est le valet du pape, le valet du démon, etc., etc. Donc c'est vraiment, disons, un but de cette volonté de mettre, de distinguer. Et c'est sous ce point que je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait que l'escalade aujourd'hui est encore très vécue, sans peut-être savoir quel a été l'enjeu, mais le fait de cette méfiance, parce que la chanson s'est répandue tout de suite, même dans des périodes dans lesquelles les autorités n'étaient pas très contentes de l'entendre, et cela a vraiment aidé à bâtir une conscience de différence par rapport aux voisins, et c'est pour cela que l'ouvrage de Smith m'est venu à l'esprit. Donc je chante, je me souviens, je sais que je suis différent. Pourquoi je suis différent? Aujourd'hui, le fait religieux est, je crois, neutre par rapport à tout cela. Mais cela a produit une conscience collective qui est à la base vraiment de la pensée de la citoyenneté de Genève, de son canton. La question de l'Arpitan, je l'ai souligné non pas pour faire de la querelle, mais en tant que donné, en tant qu'historien, c'est-à-dire que je suis parfaitement... bien, dans mes notes, j'avais même autre passage que j'ai sauté. Dans la législation italienne, on parle de franco-provençal à niveau étatique. Comme je l'ai dit, j'ai été étonné de le voir dans une constitution, chose qui m'a fait plaisir, ça va sans dire. Je crois que, bien, je pose là aussi une question, une réflexion. Arpitan, en Valle d'Aoste et donc en Italie, a une, disons, ressonance politique encore, ou bien une date de naissance liée à un mouvement politique. Donc, franco-provençal, c'est la définition officielle qui n'a bien précédente à la diffusion de Arpitan, et donc on se tient là. Mais je ne voulais pas faire de la polémique, tout au contraire, c'était seulement mettre en relief les deux éléments, parce que là aussi, le franco-provençal est, ou le débat sur le franco-provençal est très proche à nous, encore aujourd'hui. Ma remarque ne vous visait pas du tout. Moi, ça ne me gêne pas qu'on emploie le mot Arpitan. Ce qui me gêne plus, c'est qu'on veut qu'Arpitan remplace franco-provençal, sachant que franco-provençal est reconnu maintenant en France, c'est un peu contre-productif, c'est tout simplement. Moi, ça ne me gêne pas l'Arpitan, je suis contraire, je trouve que l'Arpitan a fait avancer, par exemple, certaines causes très, très importantes. Moi, je suis pour que chacun emploie le mot qu'il veut, mais qu'on ne se fasse pas la guerre, parce que j'ai connu la guerre en Occitan entre la graphie classique et la graphie mistralienne. Maintenant, ils se sont accordés, c'est très bien. On est en face de langues qui sont malheureusement pas en très bon état, et donc je pense qu'on a autre chose à faire qu'à se disputer sur les noms et la graphie. Donc maintenant,
On va regarder une petite vidéo sur cet hymne, ce qu'est le nom. Et donc... Perché adesso ma tutti i dessin che ne la paura. On l'écoutera plus tard. On l'écoutera plus tard. Le repas est fait, donc je pense qu'on peut descendre. On vous invite Merci. là-bas pour Maenda.